Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs de 19h à 19h30 sur Sud Radio. Avec moi ce soir, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, magistrat honoraire. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est publié chez Heredium. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Philippe et à bonsoir, toutes et tous. Nicolas. Au programme des vraies voix de la politique, des voix de la politique sur Sud Radio, celle qui rend le gouvernement complètement fou. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui donne une interview décapante et au vitriol dans le journal du dimanche hier, qui fustige la stratégie vaccinale et la gestion du coronavirus par le gouvernement. Anne Hidalgo qui dit dans le journal du dimanche, justement, avec de telles carences, le débarquement de 1944 aurait échoué. La réponse n'a pas tardé. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement ce matin. Si le débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré les Vélib, les bateaux n'auraient jamais quitté l'Amérique. Je suis assez surpris d'entendre des leçons de logistique de la part d'une élue qui n'a pas su gérer le Vélib, qui n'a pas su gérer l'Autolib. C'était Gabriel Attal chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Anne Hidalgo n'a pas que fustigé la campagne de vaccination. Elle se plaint aussi dans le journal du dimanche de ne pas avoir vu la couleur du plan de relance pour sa ville de Paris. Réponse immédiate du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Elle en a vu environ 1 milliard d'euros. Donc les ambitions présidentielles de Madame Hidalgo ne l'autorisent pas à mentir. Les ambitions présidentielles de Madame Anne Hidalgo. Le mot est lâché par le gouvernement avec un tir de barrage assez large qui laisse à penser presque qu'elle est prise au sérieux comme candidate pour 2022 à la présidentielle par le gouvernement. Est-elle une candidate crédible? Philippe Bilger. Alors, je dépasse l'épisode un petit peu de dimanche où elle a fait une comparaison absurde avec le débarquement et où Gabriel Attal ne l'a pas manqué, clairement. Il l'a pas raté. Mais par ailleurs, crédible, il faut s'entendre. Je veux dire, elle n'est pas plus absurde que telle autre candidate qu'on pourrait trouver. Je n'en vois pas pour l'instant qui ait cette ambition. Ou alors Ségolène Royal qui pourrait se dire, tiens, après tout, j'ai été injustement battu en 2007, pourquoi ne reviendrais-je pas aujourd'hui? Mais je pense que même sans connaître aussi bien le milieu de gauche que Nicolas, je crois elle pourrait être crédible dans la mesure où, à tort ou à raison, on considère que son bilan à Paris a été positif. En tout cas, elle a été brillamment réélue. Tout à fait. Et qu'au fond, elle apparaît comme une femme qui a cette qualité de tenir les engagements qu'elle prend et qui peut-être, avec quelques exceptions, serait susceptible de réunir, j'utilise à dessein ce terme un peu impropre, le plus de gauche possible autour d'elle. C'est toujours la quadrature du cercle qui est capable de réunir, de rassembler la gauche pour la présidentielle. On reviendra sur les derniers sondages pour la présidentielle, notamment dans le cas de figure où Anne Hidalgo se présenterait. Nicolas Corato, ce serait une bonne candidate ? Ce serait une bonne candidate. C'est une bonne candidate pour la gauche, comme le disait Philippe Bilger. Il n'y a pas beaucoup d'exemples récents de victoire de l'union de la gauche ou de la gauche unie. Les deux dernières, dans des grandes villes, c'était Madame Rubirola à Marseille, mais je vais laisser tomber cette analogie, et Anne Hidalgo à Paris, puisque Anne Hidalgo à Paris est vraiment une candidate et une victorieuse issue de l'union de la gauche. Alors, l'union de la gauche au deuxième tour. Les écologistes avaient fait bande à part au premier quand même. Bien sûr, mais quand on parle d'union de la gauche, c'est aussi une majorité de gestion, une majorité qui arrive à gérer ensemble une ville. Et ça, ces exemples-là, c'est les exemples les plus importants à gauche aujourd'hui. Le problème à gauche, au-delà du projet, mais même si c'est un sujet sensible, c'est quand même cette capacité d'arriver unis à une élection où on le sait très bien, la place au second tour se vend très très cher avec un Front National qui arrive soit en deuxième position, soit en première. Donc le sujet de la gauche, c'est d'être unis le plus tôt possible et d'être unis sur un projet je dirais de gestion, un projet politique qui tienne la route. Ça, c'est la première chose. Donc oui, c'est une candidate importante et effectivement,
le retentissement du tir de barrage du gouvernement est à la hauteur de ce qu'elle peut inspirer comme crainte vis-à-vis du pouvoir en place. Ça, c'est la première chose. De la menace telle qu'elle est ressentie par le gouvernement. J'aimerais qu'on vienne d'ailleurs avec vous et Philippe Bilger, Nicolas, sur un sondage de l'Institut de sondage IFOP, justement, qui testait une candidature d'Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle, qui date d'il y a 2 mois à peu près. Si Anne Hidalgo se présente contre d'autres candidats de la gauche, elle ne fait que 9% des voix au premier tour, notamment derrière Jean-Luc Mélenchon à 11. Si Anne Hidalgo est candidate de la gauche, c'est-à-dire avec les Insoumis par exemple, elle fait à peine mieux. C'est ça qui est étonnant. Non, c'est pas étonnant, Jean-Marie. Je pense que, moi, c'était la nuance que je voulais apporter. La difficulté d'Anne Hidalgo, c'est Paris. Ouais. Parce que on peut avoir une très bonne expérience à Paris, et on peut avoir très bien géré cette ville, l'avoir transformé en laboratoire politique de l'écologie, de la ville d'un quart d'heure, etc. La difficulté, c'est que Paris, c'est pas la France. Oui. Et que Paris n'a jamais été la France, mais Paris est de moins en moins la France, et Paris l'est de moins en moins, d'autant qu'on a vu depuis quelques années les problématiques, notamment avec les Gilets jaunes, les territoires, et ce hiatus grandir entre la France de Paris et la France de la France. Trop parisienne. Et la France des territoires. Et donc Anne Hidalgo, elle souffre, mais comme souffrirait n'importe quel maire de Paris qui voudrait se présenter à la présidentielle, de cette rupture, de cette fracture entre la capitale et le pays qu'elle est censée représenter. Philippe Bilger. Nicolas a évidemment raison sur ce plan, même si, au fond, une campagne présidentielle, si elle y allait, serait susceptible un tout petit peu, sur le plan de la notoriété politique et médiatique, de combler ce hiatus fort entre les deux. Mais là où je rejoins encore plus Nicolas, c'est que elle est très dangereuse, je dirais, pour le pouvoir en place, si elle parvenait à réunir la gauche autour d'elle, parce qu'elle pourrait permettre une configuration à laquelle on songe parfois, mais à laquelle on ne croit pas assez, c'est-à-dire un premier tour qui éliminerait par exemple le président de la République et laisserait le Rassemblement national face à la gauche unie. Anne Hidalgo, c'est quelque chose, me semble-t-il, que le pouvoir ne prend pas complètement en dérision, puisqu'il est très inquiet, et d'autant plus que je crois qu'elle vient de créer une sorte d'association hier qui est très clairement destinée à promouvoir quelque chose qui relève d'une ambition présidentielle. Et à occuper le terrain, en tout cas, c'est assez clair. Le dernier maire de Paris à avoir été président de la République, c'était Jacques Chirac, mais il était par ailleurs député de la Corrèze. On l'oublie souvent, mais le cumul des mandats était possible à cette époque, y compris entre 2 régions complètement différentes. C'est ça qui lui manque, Nicolas Corato, cette, si j'ose dire, caution campagnarde, en tout cas ce côté campagnard qui est l'autre moitié de la France. Il lui manque, oui, cette caution, mais surtout à gauche, ça va passer par la constitution d'un réseau d'élus qui puissent justement lui apporter ce qu'elle n'a pas à Paris, c'est-à-dire ces antennes en province, ces antennes dans les territoires, ces antennes vis-à-vis d'une population qui vote à gauche, qui souffre, mais qui ne voterait pas à gauche pour une maire de Paris. Il va falloir effectivement travailler aussi ce rapport entre les écologistes et la force sociale et les forces sociales, travailler aussi la dérive d'une grande partie de l'électorat de gauche vers l'extrême droite. Ça, il faut aussi le reconnaître. C'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui peut s'accentuer avec ce genre de candidature. Donc oui, il faut qu'elle s'associe. Pourquoi avec ce genre de candidature? Pourquoi vous sous-entendez presque qu'elle pourrait faire fuir des électeurs de gauche vers le Front National? Pourquoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'image qu'elle donne dans la vie nationale, c'est l'image d'une maire, d'une grande ville qui a inauguré, qui a expertisé un certain nombre de clivages écologiques, de nouvelles façons de vivre qui ne correspondent pas du tout à la vie de ceux qui pourraient voter pour elle au niveau national. Et même des gens de gauche. Donc il faut refaire le lien entre ce qu'elle a pu expertiser dans sa ville et ce que ça pourrait donner au niveau national. Oui, l'écologie, c'est intéressant, mais ça ne peut pas être une écologie punitive quand on est de gauche. Il faut que ce soit une écologie d'intervention. C'est de l'interventionnisme, l'écologie de gauche. C'est pas tout à fait la politique de la maire de Paris, pour le coup. C'est pas tout à fait la politique de la maire de Paris, mais Paris n'est pas tout à fait la France, encore une fois. Et il faut là-dessus qu'elle clarifie, mais je pense en s'entourant de gens, pardonnez-moi, qui aient les pieds un peu dans les territoires, qui sachent réfléchir. Il y a encore des réseaux à gauche très très influents dans les territoires. Il y a des maires de grandes villes, il y a des maires de villes moyennes qui pourraient l'entourer. Si elle choisit cette option-là,
elle devient crédible. Si elle reste dans son idée que ce qu'elle a fait à Paris est transposable au niveau national, là, je pense qu'elle va dans une impasse. Absolument, parce que certaines de ces obsessions municipales, qu'on les approuve ou non, sont parfaitement contradictoires avec ce qui pourrait relever des appétences de la France profonde. Avec les Gilets jaunes, on a vu véritablement les ressorts d'une révolte avec laquelle, apparemment, pour l'instant, elle n'est pas en affinité. On se rappelle d'ailleurs qu'une des étincelles qui a mis le feu au mouvement des Gilets jaunes, c'était la réduction de la limitation de vitesse par le gouvernement à 80 km/h pour les automobilistes, alors même qu'Anne Hidalgo mène une guerre qu'elle assume complètement, d'ailleurs, mais une guerre à outrance à tout automobiliste parisien ou francilien. Philippe Bilger, quelle serait la différence pour vous entre Anne Hidalgo, par exemple, candidate de la gauche, et pourquoi pas, Olivier Faure ou Ségolène Royal en termes d'idéologie? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'elle porte de singulier? Mais moi, j'ai du mal avec votre question, Jean-Marie, parce que je suis un inconditionnel, je dirais, de Ségolène Royal sur le plan du tempérament, entendons-nous. Et donc, j'ai du mal. Alors, Olivier Faure, je le trouve, je ne le connais pas, mais je vois qu'il est apparemment en discussion, voire en antagonisme dans sa vision de la stratégie de la gauche avec François Hollande. Et je crois que Anne Hidalgo, par certains côtés, peut paraître plus idéologue, plus déterminé, plus structuré, plus entêté peut-être qu'une Ségolène Royal qui a tout de même eu un score remarquable en étant poignardée en permanence par son propre parti. C'était en 2007, ça. Nicolas le disait, si Anne Hidalgo parvient à rassembler la gauche et l'extrême gauche autour d'elle, elle aurait des chances sérieuses de figurer au second tour. Et justement, sur quelle problématique rassembler la gauche ou l'extrême gauche? Par exemple, Anne Hidalgo s'est mise à beaucoup insister depuis quelques mois, il faut le dire, notamment sur le thème de la laïcité républicaine, qui n'était pas forcément un des arguments sur lesquels elle faisait campagne pour les municipales. Nicolas Corato, ça la différencie du reste de la gauche? Oh, non, c'est un mouvement qu'on voit. Regardez, Manuel Valls ou d'autres ont pris des positions quand même assez claires sur le sujet, parfois même trop claires, enfin on va dire. Non, je suis assez... c'est une candidate social-démocrate, c'est une candidate de centre-gauche, et c'est tout son problème à gauche, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle aille convaincre au-delà de son propre camp ou de sa propre nuance. Vous parliez de Ségolène Royal, c'est pareil, elles sont un peu sur le même schéma. Ségolène Royal a quelque chose de très différent, je rejoins Philippe, c'est qu'elle a cette capacité d'entraîner, de créer un élan populaire et de créer un projet national avec des phrases assez simples et des projets assez parfois qu'on pourrait dire simplistes, mais qui ont toujours l'avantage d'être des projets qu'elle est la seule à porter, en tout cas qu'elle est la première à mettre sur la table à gauche, en tout cas dans son propre camp. Chez Anne Hidalgo, il y a beaucoup moins d'originalité, il y a moins d'innovation politique, c'est une candidate assez traditionnelle. Moi, ce qui me fait peur simplement, c'est le précédent Bertrand Delanoë. C'est-à-dire son prédécesseur à la mairie de Paris. Oui, à un moment, vous vous souvenez, on lui imaginait le même destin que celui qu'on imagine à Anne Hidalgo aujourd'hui. La voie était toute tracée. Et puis, il n'a pas réussi à convaincre dans son propre camp de la crédibilité ou de l'intérêt de sa candidature. Et Anne Hidalgo va être confrontée à la même problématique. C'est plus du tout le même parti socialiste qu'avant. C'est plus du tout la même gauche qu'avant. Mais je dirais que c'est encore plus difficile aujourd'hui que pour M. Delanoë il y a quelques années. Donc, parce que Paris s'est coupé du reste de la France, par exemple, ou que les métropoles en général se sont complètement coupées du reste de la France, et qu'on se dit que quiconque y ferait une carrière politique ne pourrait pas parler aux 2 tiers du pays, c'est ça? Moi, je crois que la France n'a jamais été aussi divisée, aussi fracturée, et que notamment cette fracture entre des villes-mondes qui n'appartiennent plus complètement au territoire national culturellement, et le pays tel qu'il vit dans sa chair, les évolutions notamment néfastes de la mondialisation, que ce divorce-là, il est consommé, et que Madame Hidalgo risque d'en faire les frais, y compris au niveau national. Pourtant, l'opposition... à tort ou à raison, Nicolas, comme vous faisiez la comparaison entre Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, il me semble que... Alors, il y a eu un tout petit accident de plexiglas dans le studio, mais tout va bien. Le premier, en dépit de son envie, était sans doute moins acharné à la conquête présidentielle que semble l'être Anne Hidalgo, qui a une ambition de plus en plus affirmée
affirmée pour cette joute-là. Et donc, c'est peut-être un plus pour elle. Nicolas ? Oui, je rejoins Philippe, elle est très très organisée, très déterminée, et je dirais que moi l'inflexion que j'ai sentie depuis quelques temps, qui est très très probante, c'est on a vu une Anne Hidalgo sur toute la première partie du quinquennat qui ménageait énormément le président de la République. D'ailleurs, pendant la phase des Gilets jaunes, on pouvait se demander même si elle était encore de gauche ou si elle avait viré Ségolène Royal aussi, et qu'elle préparait les municipales. Elle était très prudente. Depuis sa réélection municipale et depuis certainement qu'elle envisage autre chose que de rester maire de Paris à vie, elle est rentrée dans un système de clivage beaucoup plus assumé vis-à-vis du pouvoir en place. Donc, elle est dans sa position et elle montre, je suis d'accord avec Philippe, qu'elle a envie de ce débat national et qu'elle a envie d'y jouer un rôle premier. Donc l'ambition pour vous deux est là, en tout cas. Revenons peut-être au clivage que vous nous expliquiez, Philippe Bilger et Nicolas Corato, parce que c'est intéressant. Vous disiez, et c'était assez fort, Nicolas, les grandes métropoles, les villes-mondes, sous-entendu en l'espèce Paris, se sont coupées de la communauté nationale. C'est deux pays différents. Maintenant, une métropole comme Paris, ou prenons une plus petite, mais Bordeaux, par exemple, c'est complètement un autre pays que l'arrière-pays ? Encore une fois, je n'ai pas la connaissance approfondie des divers univers français dans ce détail, mais je rejoins Nicolas. La difficulté, ça va être de faire comprendre que Paris et ses problématiques, qu'elle règle à sa manière, très écologique, sont susceptibles de plaire et d'aider toute la France. Moi, pour revenir à ce qui me passionne, là où j'ai un petit doute, je ne l'imagine pas, peut-être à tort, comme une sorte de tribun capable de stimuler et d'enthousiasmer dans une campagne présidentielle, même si elle a un ton très clair. Mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon, je ne l'imagine pas. Oui, mais même avant Jean-Luc Mélenchon, il n'y en a qu'un. Donc, mais peut-être que j'ai tort. Ségolène avait des aspects d'apparition divine qui pouvaient être ridicules parfois pour certains, mais elle était susceptible de stimuler. Elle avait une parole singulière et une sorte d'éloquence débridée, je ne sais pas si elle pourra l'avoir. Qui fonctionnait. Problème de charisme en quelque sorte, en tout cas de charisme public. Même si pour certains qui l'entourent, je sais qu'elle en a beaucoup. Sûr. Nicolas Corato ? Moi, je pense que le charisme, il est souvent caché. Et qu'il se révèle aussi que les campagnes présidentielles nous ont habitués à révéler aussi des caractères, et que je pense qu'Anne Hidalgo ne manque pas de caractère, et donc j'imagine que le charisme suit immédiatement le caractère. C'est pas une loi d'airain, cher Philippe, mais quand même on peut l'imaginer. Moi, je suis assez confiant dans sa capacité à vouloir cette élection. Disons charisme, caractère, et je pensais au talent. Et au talent, voilà. Après, moi, je suis par contre très très sceptique sur cette dichotomie. Oui, pardon Jean-Marie, mais pour moi, et depuis une quinzaine d'années, malheureusement, je pense que Paris a fait sécession avec la France, et que le projet national qui pourrait d'ailleurs unir, peut-être, que pourrait porter Anne Hidalgo, c'est de réconcilier la France avec sa capitale, et donc de réconcilier ces deux France, celle de la mondialisation et celle de la localisation, qui ne vivent plus aujourd'hui sur la même planète. Et si elle arrive en plus à réconcilier les Parisiens à vélo avec les Parisiens en voiture, eh bien ce sera déjà un bon début. Merci en tout cas à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Merci à vous, Philippe Bilger, président. C'est un plaisir de retrouver Nicolas et vous, Jean-Marie. Toujours avec plaisir, en tout cas, président de l'Institut de la Parole et Vraie Voix Sud Radio, qu'on retrouve dès demain de 17h à 19h sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Tout de suite, parlons vrai avec les entrepreneurs. Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismarck qui reçoit son invité, Laurent Lévy, PDG de Nanobiotics.